Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue de revisiter la filmographie de Hong Sang-soo, cinéaste sud-coréen, pour celles et ceux qui peut-être ne le sauraient pas. Et donc le 23e film de Hong Sang-soo, Hotel by the River, c'est un film qui a été fait en 2018, mais nous on l'a vu en France en 2020. Et un film assez particulier qui a été choisi par mon invité, Emmanuel Burdeau, que vous connaissez, qui était déjà venu sur la chaîne pour nous parler de Quentin Tarantino. Et il a accepté de participer à cette comment on pourrait dire, cette rétrospective de la part de Hong Sang-soo, et je suis vraiment très content. Donc déjà, deux questions. Premièrement, comment vas-tu? Et puis ensuite, pourquoi Hotel by the River? Donc comment vas-tu déjà? Ça va, j'avoue, ça va. Je te remercie. Et toi? Eh ben, écoute, très bien, je suis très content. Et en plus, j'ai oublié de dire une chose qui est très importante quand même, c'est que en plus de tes activités critiques, il y a un podcast, c'est Cinéma Spéculation ou Speculation, je ne sais jamais comment le dire. Et puis, vous trouverez, mais ça, vous savez que ce podcast existe. Et puis voilà, donc je referme cette parenthèse. Et quand je t'avais demandé si tu étais partant pour venir parler d'un film dans son dessous, tu m'as demandé, et qu'il fallait choisir un film, tout de suite, tu m'as dit Hotel by the River. Et ça m'intéresserait de savoir pourquoi de suite ce film-là. Bon, déjà, merci de mentionner le podcast, et merci aussi de l'invitation que j'ai acceptée avec très grand plaisir. Pourquoi Hotel by the River? Bon, toi qui as revu toute la filmographie de Hong Sang-soo, donc tu me disais avant de commencer, il y a maintenant 33 films. Il est bien connu que les films se suivent et d'une certaine façon se ressemblent. Donc j'avais pas envie d'aller en rechercher un en particulier pour voir. Je me disais, si je commence vraiment à réfléchir à cette question, je vais y mettre du temps à trouver le film. Donc j'ai pris le premier titre qui m'est venu en tête, en fait sur la foi du souvenir du moment où je l'avais vu en salle et où je me souvenais l'avoir particulièrement aimé. Voilà. Donc et même d'ailleurs, là j'y ai pas pensé quand je t'ai répondu, mais j'y pense à l'instant. Et même, en tout cas pour moi, parce que c'est intéressant pour moi, ça fait partie de ces films, quand je les vois en salle, dont je me dis: «Ah ouais, là vraiment, je regrette de plus vraiment faire d'articles sur les films qui sortent parce que j'aurais vraiment aimé écrire dessus». Voilà. Parce que le film m'a suffisamment saisi pour me donner envie d'y réfléchir, d'y revenir, et voilà. C'est qu'à l'époque, sur la discrétion, tu avais mis de côté l'exercice littéraire de la critique, c'est ça? Bah, c'est toujours le cas. Oui. C'est toujours le cas. Je fais des articles un peu dans ce film, mais il y a ce podcast que j'adore, qui est un exercice très, très agréable, et je crois, pour moi, très stimulant, j'espère aussi pour ceux qui l'écrivent, mais je n'écris plus régulièrement sur les films nulle part depuis quelques années, et il n'y a pas tellement de raisons pour que ça change. D'abord, mes activités ont un peu évolué, et puis les lieux se sont sacrément raréfiés, quoi. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Eh ben, tu sais quoi, comme tu connais très très bien l'exercice critique de François Truffaut, quand il avait cessé d'être critique de cinéma, il a continué encore d'écrire sur le cinéma. Enfin, il a arrêté d'être critique de cinéma, mais il a continué d'écrire de temps en temps sur certains films comme ça, de manière un peu moins critique. Mais il disait souvent, j'aimerais ne pas être à la place de tel critique aujourd'hui pour parler de tel film. Ben, moi, j'aimerais savoir, même si ça n'a pas pu se faire, mais quand même, si tu devais écrire sur ce film-là, tu partirais de quoi exactement qui serait du film? De quel détail ou de quel point tu partirais? Ma question est très importante parce que j'aimerais, après, je te parlerai d'une séquence si moi je devais écrire sur ce film, ce serait cette séquence-là. Tu partirais de quoi exactement? Bon, ben, alors, plusieurs choses. D'abord, moi, comme beaucoup, j'aime énormément Hong Sang-soo. Donc, Hong Sang-soo en général. J'ai pas vu tous ses films et je me demande même si j'ai pas un peu. Après Hotel by the River, j'en ai peut-être vu encore 2 ou 3 sortis en salle. J'ai des films de retard. Donc là, j'ai pas de perspective exhaustive. Mais en fait, c'est un cinéaste que j'aime énormément. Et une des raisons pour lesquelles je l'aime, c'est parce que j'ai un peu le sentiment aujourd'hui que
pour des raisons qu'on peut comprendre, les cinéastes importants ont tendance à vouloir que chacun de leurs films soit un événement, que chacun de leurs films soit une sorte de somme. Bon, l'exemple sur lequel j'ai pu m'attarder, on me l'a reproché un peu dans le podcast, c'est Scorsese, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque film, il faut que ce soit monumental, que ça pèse une tonne et que ça frappe les esprits. Pour moi, ça, c'est, je dirais, plutôt le symptôme d'un cinéma en crise, et Hong Sang-soo, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Hong Sang-soo, on peut nous rater un film, lui, il peut en rater, même si à mon avis, il en rate très peu. Donc il y a ce plaisir de la série, de la continuité ou discontinuité des films, qui sont tous... Il y a un exercice très souverain du cinéma, qui est quelque chose qu'on trouve très rarement aujourd'hui, il me semble. Les grands cinéastes aujourd'hui, c'est quand même plutôt, encore une fois, des cinéastes qui essayent à chaque film de remettre en jeu leur titre. Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu ma perception, je pourrais en dire plus, donc Sang-soo en général. Ce film-ci, alors, si je devais repartir d'une scène pour la réflexion, peut-être pas pour l'article, parce que, puisqu'on se passe dans la fiction d'un article à écrire, peut-être pas pour l'article, parce que là, quand on disait partir d'un détail et tout, je trouve qu'aujourd'hui, la critique, contrairement à l'époque de Truffaut, où les articles étaient très généraux, les articles, à mon avis, souvent ne le sont pas assez. Ils s'appuient trop sur des détails, parce que c'est vrai que les films, on peut souvent les avoir à disposition. Donc, on a la possibilité de décrire des détails et des scènes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Bon. Sans doute pas, moi, de tomber dans ce qui me semble être devenu un travers, mais c'est peut-être aussi une autre discussion. Il n'empêche que ce qui me frappe le plus, c'est la fin du film. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai revu le film hier soir, et à un moment, je ne sais pas pourquoi je suis allé me servir à boire, peu importe, je suis revenu, j'ai vu qu'il restait 9 minutes de film, et dans ces 9 minutes, le poète était encore au restaurant avec les deux jeunes femmes à qui il lit un poème, donc ça dure un peu. Les deux fils du poète sont au café, là, devant la baie vitrée qui donne sur le fleuve enneigé. Ça continue un peu, et je me disais, mais c'est pas possible. Voilà. Non, c'est pas le Two-Man, parce que le Two-Man, c'est... Oui, non, je veux dire, oui, effectivement, il croit que c'est le Two-Man. Pardon, excuse-moi. C'est et je me disais, mais en fait, je me souvenais d'un moment assez déchirant, de scène de quasi-agonie ou de crise, en tout cas, dans la chambre d'hôtel, et je me disais, mais c'est incroyable, il reste 3 minutes de film, peut-être Hong Sang-soo, entre la sortie du film et je ne sais pas quoi, l'édition DVD, ou j'en sais rien, a changé le montage. Bon, bref. Donc cette scène, dans mon souvenir, elle n'était pas autant que ça à la fin, elle est vraiment à la fin. Donc pour ceux qui n'ont pas le film en tête, et je pense qu'on peut raconter la fin sans gâcher le plaisir. Oui, il n'y a pas de souci. Donc ce poète qui passe une quinzaine de jours dans un hôtel où il est logé gracieusement par un fan, qui finit, si j'ai bien compris, par lui demander de partir, fait venir ses deux fils et leur explique qu'il ne se sent pas très bien. Enfin, ce n'est pas très clair, mais que peut-être il va mourir, que peut-être il va mourir. Et puis ses deux fils, évidemment, s'inquiètent. À la fin, ils veulent lui dire, le lendemain d'une cuite, ils veulent lui dire au revoir, et puis ils vont dans sa chambre, et là, ils entendent... On ne voit pas, la caméra reste à l'entrée de la chambre. Et on n'entend peut-être pas de cris de la part du père. En fait, on entend des cris de la part des enfants qui, sans doute, l'ont découvert par terre dans la salle de bain. Et on entend papa, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça dure un peu. Et puis, c'est pas un fondu enchaîné. Parce qu'on peut classer les films d'Hong Sang-soo aussi selon le type de figure qu'ils utilisent. Alors, il y a ceux en noir et blanc, il y a ceux avec musique et sans musique, il y a ceux avec et sans zoom. Maintenant, je crois qu'il faut dire aussi qu'il y a ceux avec soulerie et sans soulerie. Celui-là est un film avec soulerie. Et donc, on quitte la chambre, raccord, et on se retrouve chez les deux jeunes femmes, dont l'une est là, semble-t-il, pour se remettre d'une rupture amoureuse, et une amie est venue lui rendre visite pour la réconforter. Elles sont couchées l'une à côté de l'autre, comme on les a déjà vues à plusieurs reprises dans le film. Je précise que le film est en noir et blanc, parce que c'est évidemment important, on y reviendra sans doute. Et à plusieurs reprises au cours du film, on les a vues faire une sieste l'une à côté de l'autre, même en se touchant, et
très heureuse et très apaisée, semble-t-il, de partager ce moment ensemble. Et là, elle sanglote. Elle sanglote de manière très douloureuse, quoi, comme on sanglote un peu quand on fait un cauchemar. Et alors, je le note par parenthèse, mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'affaire. On est dans un moment quasiment lynchien, là, d'une émotion qui se diffuse, qui se transporte de manière magique, en vérité plus traumatique que magique, d'un lieu à un autre. Alors, pourquoi moi je partirais de cette... je trouve ce moment, d'abord, quand on réfléchit à un film, on part souvent de ce qui nous a le plus frappé, quoi, ce qui nous a le plus ému, voilà. Donc moi, c'est ce qui m'a quand même le plus... Moi, je trouve tout le film génial, j'ai pas du tout été déçu, au contraire, en le revoyant. Moi, je savais que je serais pas déçu, de toute façon. Mais je partirais de là parce que... voilà, parce que c'est ce qui m'a le plus frappé. Je sais pas tellement ce que j'en dirais, parce que si, évidemment, ce qui est toujours intéressant chez Aung San Suu, parmi mille choses, mais c'est peut-être pas moi ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est évidemment comment dans une forme et dans un type de récit qui va quand même avec les années, j'ai le sentiment, mais moi je suis pas comme toi, j'ai pas fait la rétrospective. J'ai le sentiment qu'avec les années, la forme et le récit vont en se simplifiant de plus en plus. C'est-à-dire que ces grandes constructions narratives de films en 2 parties, comme La Vierge mise à nu par ses prétendants ou d'autres, avec des complexités, des changements de point de vue, disons, le côté déconstruit est quelque chose qu'il a plus ou moins abandonné. Et en même temps, évidemment, il y a toujours dans ces films, mais de façon de plus en plus insensible, des moments où soudain, quelque chose décroche, où soudain, la linéarité déraille, où soudain, un détail qu'on a vu quelques minutes plus tôt réapparaît, mais sous un autre angle, ou réapparaît alors qu'il n'a aucune raison de réapparaître, etc., etc. Et donc là, évidemment, cette fin, elle établit tout à coup une sorte de rapport de pur montage, de pure forme, si on peut dire, entre ces deux histoires, ces deux histoires, qui se sont déroulées jusque-là, pas en parallèle, parce qu'ils se sont déjà croisés, mais c'est la seule fois où quelque chose vraiment par le raccord se fait. De sorte que, c'est la beauté des films d'Aung San Suu, on n'est pas du tout obligé de trancher, de sorte qu'on peut très bien s'imaginer que ces deux jeunes femmes ont simplement rêvé la souffrance de ce poète qu'elles ont croisé. On peut s'imaginer tout ce qu'on veut, mais là, moi, ça m'amènerait, puis après je te laisse la parole, ça commencerait à nous amener à ce qui m'intéresse vraiment. C'est un cinéma qui est à la fois minimal, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, et en même temps dans lequel tout est possible, et dans lequel, je dirais, moi, ça m'impressionne beaucoup, et dans lequel tout fait événement. Voilà. C'est ça que je trouve extraordinaire. Tout peut faire événement. Aussi bien une rencontre, qu'une dispute, évidemment, qu'une cigarette qu'on va fumer dehors, que le père a dit je vais marcher, puis en fait, tout peut faire événement, et tout peut arriver. Et je dirais, pour le résumer comme ça, que chez lui, tout est à la fois improbable, j'aime pas tellement cet adjectif, et plausible. Voilà. Et ça, je trouve ça extraordinaire. J'ai souvent l'impression, c'est une impression de spectateur, que ce que fait Aung San Suu, c'est comme si c'est du cinéma français si le cinéma français était en forme. Voilà. C'est-à-dire que la matière de ces films, c'est de la psychologie, c'est des rapports de famille, c'est des disputes, c'est des rancœurs, c'est des amours, c'est de la séduction, c'est même des choses... On a même chez Aung San Suu des choses qui, chez nous, enfin chez lui aussi, mais enfin chez nous récemment, ont pris un tour un peu... ont défrayé la chronique, c'est-à-dire c'est souvent des hommes plus âgés qui séduisent des femmes qui le sont moins. C'est une espèce de marigot comme ça, qu'on retrouve dans le cinéma français, pas seulement, mais enfin, moi, en France, j'y pense forcément. Et chez lui, il a cette capacité à ce que tout à coup ait l'air de sortir de nulle part, et en même temps, je dirais, ça passe. Avant de te redonner la parole, te laisser la parole, je pense à un moment dans le film
cette grande scène de restaurant, comme il y en a souvent dans les films de Hong Sang-soo, peut-être de moins en moins, mais souvent, où les deux fils qui sont très différents discutent avec leur père, et où soudain ils se mettent à parler de leur mère, et où le père dit, alors on comprend que les parents sont séparés depuis longtemps, depuis même semble-t-il assez longtemps, et le père, merde, je vais tomber un truc peu importe, demande si leur mère continue à dire du mal de lui. Et là, le fils aîné se lance au nom de la mère dans une diatribe terrifiante, disant qu'en gros la mère dit de lui qu'il est la pire personne que la terre ait jamais portée, que c'est une... Ça devient très vulgaire. Voilà. Et donc, tout à coup, on change totalement de registre. Totalement de registre. Rien ne nous avait préparé à ce qu'on dise des choses aussi définitives et horribles sur cet homme, qui va d'ailleurs rester sans réaction. Voilà. Donc il y a une capacité à faire sortir les choses du chapeau, je trouve, qui en plus, chez lui, évidemment, c'est un cinéma d'une très, très, très grande liberté, mais qui n'est jamais, ou qui n'est presque jamais, je dirais, gratuit ou virtuose avec sa liberté. C'est-à-dire que ce qui sort du chapeau, une rencontre, une bifurcation, un coup de foudre, un truc qu'on ne s'attend pas, et pas, c'est pas de la pure distribution, si tu veux. On se dit pas, tiens, il est arrivé un matin et dire, bah lui, il était sympa avec son père, puis tout à coup il va lui hurler dessus, puis on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est pas l'impression qu'on a. Voilà. Je le dis de manière un peu approximative, mais voilà. Il y a une sorte de surgissement comme ça dans tous les films de Hong Sang-soo et surtout dans celui-ci. Et tu parlais de la séquence, oui, c'est pratiquement la séquence finale, quand les deux fils vont. Alors, il faut savoir que dans le film, les deux fils, j'ai remarqué ça, cherchent tout le temps leur père. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils le cherchent. Voire même parfois, ils peuvent être dans la même pièce, même qui est séparée par une espèce de mur cloison. Ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont à côté. Ils le cherchent tout le temps, tout le temps. Et à la fin, quand tu décris très bien cette scène où ils vont découvrir leur père mort, le premier plan, on les entend parce que la caméra, comme tu dis, est restée dans le hall. Mais entre ce moment-là et le moment où on voit les deux femmes allongées et qui pleurent peut-être, entre parenthèses, la mort indirectement, il y a aussi autre chose, c'est que, et ça, je ne l'avais pas prévu, enfin, je m'attendais pas à ça, il y a un gros plan. Il y a un gros plan sur les deux fils et le père. C'est-à-dire que en Sang-soo, à ce moment-là, c'est comme si finalement ils l'ont enfin trouvé, le père, et ils sont tous les 3 dans le même plan. C'est un très, très beau plan, c'est un très beau tableau, en gros plan donc bien évidemment, et je m'attendais pas à ce qu'Hong Sang-soo montre ça. Je pensais Mmh. qu'il resterait sur ce hors-champ Mmh. qui Mmh. fonctionne terriblement bien, et je me suis posé la question: pourquoi ce moment-là? Pourquoi ce et et en plus, c'est un plan qui est furtif. C'est pas un plan qui dure. C'est vraiment un plan qui est assez furtif. Il s'intègre, et puis à ce moment-là, il y a le fondu enchaîné avec, très beau fondu enchaîné avec ces 2 femmes allongées, et peut-être que c'est ça, moi, ma séquence qui m'a le plus retenu, Mmh. et qui me rappelle aussi, qui m'a rappelé que pendant 80 minutes ou 96 minutes, peu importe, Mmh. les 2 garçons n'arrêtent pas de chercher leur père. Mmh. Oui, ils n'arrêtent pas de chercher leur père. Le film, il est très, très ténu, très simple, mais en même temps, comme souvent chez lui, il est troué. Mmh. Il y a plusieurs moments de sommeil, de personnages on peut même penser que le grand repas de la veille, lui aussi, est une sorte de rêve, puisqu'il est suivi par un plan du fils aîné, je crois, qui s'est assoupi au café de l'hôtel, encore une fois, qui donne sur la baie. Je reviens un peu, je réélargis les choses. Moi, ce qui fait que vraiment, j'ai une très, très grande admiration pour Hong Sang-soo, au point qu'à chaque fois que je vois un de ses films, par devers moi, je me dis: «Mais est-ce que c'est pas le plus grand cinéaste en activité?» Si j'essaie de dire les choses de manière très générale, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air de dire: «Bon, aujourd'hui, on a besoin de quoi pour faire un film?»
Et sa réponse, c'est toujours on a besoin de très, très, très peu de choses, en fait. Très peu de choses. On a besoin de. D'abord, il fait beaucoup de. Et il nous en administre la preuve, parce que s'il avait besoin de beaucoup, beaucoup de choses, il n'en ferait pas autant. Donc, il a besoin de très peu de choses. Bon. Là, il y a quoi? Il y a 4 personnages. 5 avec la serveuse de l'hôtel. Enfin, la jeune femme qui travaille à l'hôtel, donc c'est presque rien. Donc, c'est vraiment. C'est quelqu'un qui nous dit. Parfois aussi, j'ai même le sentiment que c'est quelqu'un qui nous dit OK, on nous a parlé de la mort du cinéma, on nous a parlé. C'est quand même un peu un cinéma de l'après qui dit OK, on reprend à zéro et on repart des choses les plus élémentaires, les plus simples. On a besoin de rien. Un zoom, un peu de noir et blanc en numérique, 4 personnages, c'est bon. C'est bon. Et avec ça, nous dit-il, on est déjà de plein pied dans le cinéma. J'en veux pour preuve, et ça c'est une des choses qui chez lui me plaît le plus, j'en veux pour preuve que ce cinéma, disons, presque home movie d'une certaine façon, très domestique, très modeste, est aussi un cinéma qui, de manière presque systématique, parle du cinéma. Ici encore, c'est le cas. Le fils cadet est cinéaste. Alors, dans ce film-ci, on ne parle pas simplement de cinéma, on parle aussi de littérature à travers le père qui est poète. Mais le fils cadet est cinéaste, ce qui donne lieu à quelques remarques peut-être un peu ironiques sur son statut. La fille qui dit qu'il n'est pas vraiment auteur, mais il va bien s'en passer. Son grand frère se fout de sa gueule en disant « mais pour qui tu te prends ?» Et en même temps, il est quand même reconnu par la jeune femme qui travaille à l'hôtel, donc preuve qu'il n'est pas totalement nul, puisqu'elle va quand même lui demander un autographe. Et dans les films d'Aung San Suu, il y a presque toujours, encore une fois, j'ai des films de lui que je n'ai pas vus, mais enfin, il y a presque toujours comme ça un personnage de cinéaste ou un personnage de prof de cinéma. Mais le cinéma lui-même, il y a quelques films où on voit des salles de cinéma, mais le cinéma lui-même, la machinerie du cinéma, les studios de cinéma, les machines du cinéma, on ne les voit jamais. Et il y a vraiment cette idée que moi je trouve très très forte qui consiste à me dire, OK, le cinéma, aujourd'hui, il commence à zéro en fait. Et il commence à zéro grâce au numérique, mais ce qui commence à zéro, c'est pas simplement, disons, ce qu'on sait du cinéma, c'est-à-dire que le réalisme cinématographique, enregistrer quelque chose, ça peut être génial. Non, ce qu'il nous dit aussi, c'est que entre, disons, un degré zéro du cinéma, appelons-le comme ça, de pur enregistrement, d'histoire extrêmement banale, et un énième degré de formalisme, aujourd'hui, moi je l'entends comme ça, aujourd'hui la frontière, elle existe quasiment pas. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime énormément chez Aung San Suu les moments où tout à coup, comme je disais tout à l'heure, il y a comme une sorte, on pourrait presque dire, je le dis par clarté, un truc à la René, tu vois, c'est-à-dire une sorte d'effet de structure, tout à coup quelque chose qui revient. Là, pour prendre un exemple vraiment parfait, tellement il est plat. Moi j'adore que c'est un cinéma très très plat, quoi. Et en même temps, c'est un cinéma, je ne connais pas de cinéaste chez qui on s'ennuie le moins que chez Aung San Suu. Bon, mais là, le père, il a rendez-vous avec ses 2 fils, il se trompe, je pense, il se trompe de café, bon bref. Ils sont mal entendus sur l'endroit où se retrouver. Déjà, il y a eu une petite bisbille pour savoir s'il fallait qu'ils se retrouvent au café, parce que le café de l'hôtel est cher. Et tout ça. Il voulait monter dans la chambre, il ne voulait pas. Il s'assoit, il se lève, il voit qu'il y a une plante là, il touche la plante et dit « mais elle n'a pas été arrosée », tout ça. Bon. Ok, très bien. Après, moi, finalement, quand je vois ça, je me dis « ah tiens, j'ai pas de plante chez moi ». Bon, chacun, quand il voit ses films, se fait toujours ces trucs. Ah oui, ça manque. Bon, bref. Un quart d'heure plus tard, il retrouve ses fils, il leur dit « on va se remettre là où j'étais bien ». Et il se lève et il fait la même remarque qu'il a faite 10 minutes plus tôt sur les plantes. Donc là, il y a comme une espèce de, je sais pas, un effet sériel, un effet de structure, une répétition, un effet comme une espèce d'effet comment dire, de pure structure, auquel on peut donner un sens, bien sûr. On peut se dire, je ne sais pas, que peut-être le père a un début de démence, comme c'est évoqué, ou que peut-être il a eu envie de se donner une contenance en faisant ça, ou que peut-être il veut faire le père en disant « vous avez vu, moi je m'intéresse aux choses ». C'est ça, les pères aussi, c'est toujours le souci des choses pour montrer aux fils que des choses de la vie qu'ils n'ont pas compris. Mais ce que j'aime, moi, surtout chez Aung San Suu, c'est la rareté, c'est la raréfaction de ces effets. De telle sorte que, pour moi, on est vraiment dans un cinéma dont on ne sait plus, au bout du compte, quel est son degré
de formalisme ou au contraire, on ne sait plus s'il reste un peu de formalisme et on ne sait plus s'il a besoin de formalisme ou pas. On en vient presque à se dire qu'un film d'Aung San Suu dans lequel il n'y aurait plus aucun de ces effets de répétition, changement de point de vue, redite de la même chose, etc. On se dit peut-être au fond, passer un certain stade, on ne verrait même plus la différence. Et ça, je dois dire que ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément, je dirais, dans Hotel by the River, mais ça me plaît aussi beaucoup par rapport à ce qu'a été son évolution. Voilà, qu'un cinéaste progressivement se débarrasse ou raréfie ses effets, appelons ça comme ça, et s'aperçoivent qu'au fond, il en a besoin vraiment d'un tout petit nombre d'effets, si petit nombre qu'au bout du compte, plus, ou alors, autre version, ce serait de dire, c'est pas des effets d'art, c'est pas des effets modernistes, c'est pas, disons, du Alain Resnais ou même du Rohmer, même si je pense que la comparaison avec Rohmer, elle nous aide pas beaucoup. C'est pas des effets modernistes, c'est simplement une observation de choses qui existent dans la vie. Ouais. Prenons l'exemple, autre rime, le fait que la même jeune femme de l'hôtel demande l'autographe au père, puis l'autographe au fils. Parce que le père est poète et le fils est cinéaste. On peut se dire ironie, parce que bon, elle demande les deux au fils et au père. Et puis on peut se dire non, peut-être c'est pas une rime, c'est simplement un détail réaliste. Voilà. Et ça, j'aime énormément aussi, parce que je crois que chez Aung San Suu, il y a cette idée qu'on trouverait, je pense, chez d'autres cinéastes. Alors, un cinéaste qui n'a rien à voir, mais comme on en a parlé ensemble l'année dernière, on peut dire chez Tarantino, c'est-à-dire qu'au fond, la vraie énigme, c'est la continuité, c'est pas la discontinuité. C'est-à-dire que la vraie difficulté, le vrai truc qui nous fait nous approcher du mystère des choses, c'est pas de faire un cinéma qui casse la chronologie, disons, comme faisait Tarantino au début, ou Reservoir Dogs ou Fiction. La dernière scène, en fait, c'est la première, et puis tout ça, et puis, même si c'est passionnant, attention. Mais je pense que la maturité, c'est aussi de se dire, l'énigme, c'est pas de... On rend pas les choses énigmatiques en les mettant dans le désordre, on les rend énigmatiques, ou on s'ouvre à ce qu'elles sont énigmatiques, en s'apercevant que c'est leur continuité qui est étrange. Voilà. Et je pense que quand on arrive à cette fin, qui nous a tellement frappés tous les deux, lorsqu'on passe d'une chambre d'hôtel à une autre, on est dans ce genre de... Enfin, encore que là, il y a quand même un effet, mais on est quasiment dans ce genre de truc où le spectateur est mis en position de se dire, d'accord, ce que nous dit Aung San Suu, c'est que d'une chambre à une autre, quelque chose circule, et ce qui rend sensible cette circulation, c'est un effet de montage, donc c'est un effet d'art, mais le film a été fait aussi de telle manière qu'on peut dire, au fond, il y avait une histoire, et puis on avait une deuxième, il finit par l'une, et puis il finit par l'autre, et entre les deux, la coupure demeure. Rien ne nous oblige à supposer rien ne nous oblige à supposer un rapport entre les deux, donc un sens. Là, je force un peu la note parce que c'est vraiment une apothéose, cette fin. Donc, elle a quand même quelque chose comme ça tout à coup, il joue vraiment quelque chose au frottement entre les deux plans. Mais j'aime beaucoup, c'est un cinéma qui joue... Mais là, il y aurait sans doute des caractéristiques peut-être culturelles à faire valoir. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui est à la fois très plat, très fade, très tranquille, et puis tout à coup, les gens qui, parce qu'ils ont un peu trop bu, se mettent à surler des quatre vérités à la tête. Et j'aime beaucoup aussi cette capacité à passer très très vite d'une forme de civilité, de courtoisie, qui pour nous a presque quelque chose de japonais, là, quand ils se rencontrent sur la neige et qui se complimentent les uns les autres, qui passent leur temps à se faire des courbettes, tout ça. Donc il y a un côté comme ça très policé. Et puis en même temps, il peut surgir des choses d'une très très grande brutalité. Dans la séquence du restaurant, ce qui m'avait le plus intrigué, vu que, effectivement, ayant vu pas mal de films de Aung San Suu, très souvent, quand il y a deux groupes dans un restaurant ou dans un café qui sont séparés, ou alors un groupe et une autre personne ils sont séparés, à un moment, le film leur fait en sorte qu'ils se réunissent. Oui. C'est comme ça. Dans ce restaurant-là, enfin, dans ce film-là, pardon,
on voit donc ces 2 femmes qui sont en train de dîner et dans la même pièce, il y a, le père et ses enfants Et et vraiment, les 2 femmes ouais. oui, voilà et À tu table reposée, quoi. elles sont vraiment c'est le chant contre chant, quoi, le faux chant contre chant et elles entendent tout ce qu'ils se disent, mais à aucun moment Song Soo décide de les réunir. C'est même encore mieux, déjà c'est très rare de voir dans un film dans Song Soo, une histoire qui met en scène, un papa avec ses enfants ou une mère avec c'est très, très rare et voire même des séquences de soulerie et j'ai trouvé ça très intéressant le fait qu'il décide que les choses soient séparées, faussement séparées, mais qu'en fait, par un concours de circonstances, comme tu le disais au niveau de l'observation, les 2 enfants vont partir et le père veut marcher parce qu'il a trop bu et puis finalement il revient alors qu'il était pratiquement dans le même cadre que ces 2 enfants, donc encore une fois de plus, il ne les a pas vus, enfin ils ne les ont pas vus et ensuite, le père revient dans ce restaurant pour terminer le récit qui doit être terminé et je crois que si Avec les 2 filles, du coup. voilà et je crois que s'il n'avait pas fait ça, eh bien, le fondu enchaîné entre le gros plan sur le père mort avec ses 2 enfants et les 2 femmes allongées n'aurait pas eu la même saveur, si je peux me permettre. Oui, mais ça, je suis bien d'accord avec toi. Et oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, en plus, au cours de cette scène, il leur lit un poème Ouais. qui m'est paru très opaque, moi, mais je me suis dit que je n'allais pas le réécouter, que je laissais le film se dérouler. Mais ouais, ouais, elle est étonnante cette scène parce que les 2 filles, donc les 2 tables sont côte à côte. Peut-être il y a un mouvement d'appareil qui relie les 2 tables, je suis pas sûr. C'est possible, c'est possible. Il y a pas Je beaucoup de mouvements l'ai pas d'appareil. vu ou je l'ai oublié, ouais. Il y a des zooms, il y a pas beaucoup de mouvements d'appareil. Ah, c'est aussi un cinéaste, donc Sang-soo, qui fait des choses, qui chez d'autres seraient des fautes de goût et qui même chez d'autres serait de l'ordre de l'obscénité pure. C'est-à-dire qu'il est quand même Ouais. quelqu'un qui est capable de zoomer sur un type en train de pleurer, qui est vraiment l'effet et au lieu que ce soit, que tu as envie de casser ton ordinateur ou je sais pas, ou ton siège au cinéma, c'est magnifique. Donc je sais pas comment il fait, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi, c'est un cinéaste aussi qui remet beaucoup en cause, qui déplace beaucoup la perception qu'on peut avoir de ce qui est séant ou pas de faire au cinéma. Par exemple, le zoom, c'est quand même pas un truc très, très beau, mais il peut en fin de plan tout à coup zoomer sur un détail. Bref. Et là, les 2 filles, elles discutent parce que l'une des 2 veut aller demander un autographe. Bon, évidemment, l'alcool est très important. Non, ben voilà, non, j'ai pas tellement de choses à ajouter à ce sujet. Moi, je trouve le film. Alors, non, là encore, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, les 2 fils pensent que le père est parti marcher. Le père leur a envoyé un message, d'ailleurs, pour leur dire qu'il avait trop bu, donc il avait besoin de marcher. On découvre, en fait, que sans doute il est plutôt allé aux toilettes. Mais si on fait un peu de psychologie du film et de psychologie du spectateur qui le regarde, on peut penser, hypothèse 1, qu'il a dit ça pour se débarrasser de ses fils. Disant, bon, écoutez, je rentre à l'hôtel, vous vous débrouillez, et parce qu'il avait envie d'être seul avec les 2 filles. On peut penser aussi, comme il est tout à fait vraisemblable, qu'ayant trop bu, avant de marcher, il avait envie d'aller aux toilettes, et qu'au sortir des toilettes, il s'est retrouvé avec les 2 filles, et que rien n'est intentionnel là-dedans. Voilà. Mais les deux fonctionnent. Bon, voilà. Comme toujours, il y a une hypothèse, si je suis un peu schématique, il y a une hypothèse du côté de la pure vraisemblance qui marche, et puis il y a une hypothèse un peu plus, je dirais, un peu plus élaborée qui marche aussi. Voilà. Mais c'est ça c'est là où on est obligé parfois de se retrouver à dire des choses un peu générales. C'est qu'effectivement, ce qu'il y a de commun avec Romer, c'est qu'on est tout le temps entre hasard et nécessité. Voilà, on est tout le temps entre coïncidence. Alors, c'est plus que louche, mais peu importe. Entre hasard et nécessité, ou entre coïncidence et intention. On est toujours au bord au bord de la dispute, au bord du malentendu. Mais jamais, pour moi, je ne sais pas comment il fait, jamais il tombe dans ces espèces de marigots ou de marais psychologiques qui fait une bonne partie du cinéma français. Je parle du cinéma français du tout venant. Hein, Oui. Voilà. Et ça, mais souvent, je me dis, je sais plus, peu importe la référence, mais les critiques, et moi le premier, enfin, mais moi y compris plutôt,
On s'en prend souvent à la psychologie. On dit, ouais, il faut arrêter la psychologie, la psychologie, la psychologie. Mais souvent, je me dis aussi, en fait, c'est parce que la psychologie qu'on nous offre au cinéma, elle est peut-être souvent insuffisante, et qu'une vraie psychologie, où les gens feraient vraiment l'effort de se dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ben, comment dire, une vraie psychologie, c'est génial. Moi, j'adore voir les scènes dans les films d'Aung San Suu. Le type dit, ah oui, tu m'as mal parlé, t'es comme ça, tu m'as fait souffrir, pourquoi le grand frère qui donne le surnom au petit frère, le père qui dit, mais je ressemble à toi, machin, toutes les petites mesquineries, tu sais, au début, c'est très beau, quand son fils aîné lui dit, tu m'as manqué, et que la réaction du père est de mettre la main sur l'épaule de l'autre fils. Tu te dis, mais quelle violence! Ouais. Quiconque a eu un père, donc c'est-à-dire tout le monde connaît ce genre de violence. Mais juste après, il met la main sur l'épaule du deuxième fils, quand même. Mais il y a quand même un effet retard. Donc, tout ça, c'est des espèces de trucs de vie quotidienne, de négociations affectives qui sont pas très, qui sont a priori sont pas très très belles, quoi, qui sont pas héroïques, qui sont pas. Mais lui, il fait ça de manière extraordinaire, je trouve, vraiment. Et il nous rend, parce que c'est un cinéma où tout peut faire événement, parce que tout à coup, il peut se passer quelque chose, un personnage qui disparaît, un autre qui apparaît, un personnage qui se révèle être un cinéaste connu alors qu'on pensait que c'était n'importe qui. Eh ben, tout nous importe. Moi, ça me fascine, ça. Tout nous importe dans le film d'Aung San Suu. Tu les entends au début au téléphone dire on va pas prendre le café en haut parce qu'il est trop cher, on va le prendre en bas, machin. Et tout devient important. Et donc, tout devient aussi possiblement sans importance. Et ça, moi, c'est-à-dire que tu vois bien comment dans un film, effectivement, à partir d'un film, il aurait pu en faire 25 autres, puisque on choisit de s'arrêter là, mais tout aurait pu être. Ça aurait pu être la feuille la plante là qu'il trouve qu'il n'a pas été arrosée, et le patron de l'hôtel, qu'on ne voit pas d'ailleurs quand il l'appelle dehors, la fille de l'hôtel qui s'intéresse à la poésie et au cinéma, tout. Voilà, ça aurait pu être mille autres choses. Et c'est ça. C'est ça, c'est comme chaque individu, chaque personnage, finalement, vient avec un récit. Ouais. En lui, il y a une possibilité de récit singulier ou au pluriel. Il y a quelque chose de cet ordre. Mais tiens, je rebondis là-dessus et ça sera certainement le dernier rebondissement ou la dernière question, je ne sais pas comment on dit. Tu parlais d'observation et je vais dire une généralité, mais quand on se retrouve face à cette généralité, eh ben, c'est toujours assez beau. Je vais prendre cette phrase que disait souvent, et tu le sais, vu que tu travailles beaucoup sur ce critique de cinéma qui est Serge Danet, il disait un très bon cinéaste, c'est déjà quelqu'un qui sait voir. Et puis il disait en gros, c'est banal de dire ça, mais finalement, c'est pas si banal. Quand on voit un film d'Aung San Suu, on a vraiment déjà, dans un premier temps, quelqu'un qui a une manière de voir et qui est incroyable. Et je vais te donner juste un petit exemple, parce qu'il faut toujours donner des exemples hein, quand on parle d'un film. Et ben, c'est tout simplement quand les deux femmes décident d'aller se promener. Et puis, à un moment, elles se retrouvent dans un paysage incroyable où il a neigé. Et il y a ce petit arbre au plein milieu. D'abord, c'était un grand plan et ensuite, Sang Soo va zoomer. Hein. Mais là aussi, quand il zoome, tu te dis, bon, bah, c'est normal qu'il zoome. J'accepte cela et ça n'est pas. Souvent, quand ça zoome, tu souffres. Quoi. Normalement, quand ça zoome, tu souffres. Et là, tu as Et là, il y a une des deux femmes qui dit, on dirait qu'il a neigé pour nous. Et moi, ça revient à ça, il y a toujours comme ça dans un film d'Aung San Suu, en particulier dans celui-ci, des endroits, des lieux, des paysages d'où découle un récit. Et parce que lui a su voir un potentiel récit à travers ce qu'il voit, juste ce qu'il voit. Et j'ai toujours été impressionné par cette capacité à, on va le dire, là encore, ça va être une généralité, ce que je vais dire, mais bon, à voir le monde. J'ai pas grand-chose à ajouter parce que cette réplique, elle m'a frappé aussi. Ouais. Ce que je dirais, c'est que effectivement, c'est comme si ces personnages-là, d'une certaine façon, elle se vit comme étant dans un film, c'est-à-dire comme étant dans un destin, c'est-à-dire que les choses autour d'elle sont effectivement s'inscrivent dans ce qui est, disons, son récit, son histoire. Et moi, je trouve elle est magnifique cette réplique, en effet. Elle est magnifique, ouais. Ouais, je suis absolument d'accord. Elle laisse aussi, mais ça, bon, elle laisse aussi ouverte la possibilité que cela ait en effet été une surprise sur le tournage. Elle laisse aussi peut-être l'idée qu'à un moment, ils se sont réveillés un matin, il a neigé, qu'est-ce qu'on en fait? Bon,
Et il suffit de ces mots pour que cette neige, outre la manière dont elle s'inscrit dans ce film en noir et blanc, pour que cette neige, tout à coup, elle prenne une grande force. Non, mais c'est magnifique. Vraiment. Est-ce que tu le mets dans le... Tu dois avoir un top 5 maintenant. Je n'ai pas encore réfléchi à ce top 5, mais je t'avouerai qu'Hotel by the River fait partie des films qui m'a... D'accord. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à le rapport à la filiation, le père, et puis cette mort aussi qui est en suspens. Mais tu sais, pour paraphraser l'un des deux personnages féminins, en parlant de Song Soo, parce que c'est quand même lui dont il parle de lui-même, il fait ce qu'il peut. J'ai bien aimé cette dernière phrase. Parce sur le cinéaste. Voilà, quand il lui dit c'est un cinéaste il fait des films d'auteur et en même temps des films grand public, il est entre les deux, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Je trouvais ça génial. Après, par contre, Kim Min-hee dit oui, donc c'est ennuyeux. On sent que c'est pas ennuyeux, c'est incroyable. C'est pas ennuyeux du tout. Exactement. Hotel by the River qui est extrêmement disponible, que ce soit en DVD, Blu-ray ou alors sur les plateformes VOD, voilà, comme on dit VOD. Et c'était Emmanuel Burdeau qui est venu nous en parler une quarantaine de minutes. Mais revoyez-le ou voyez-le si vous avez la possibilité. C'est un film étonnant. C'est très beau. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. À très vite. Merci à toi, Samir. C'est très sympa. Merci. À plus. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.